Vous connaissez mon plaisir de vous faire découvrir des nouveaux lieux. Ici, c'est une virée ailleurs. Si vous regardez bien derrière moi, vous découvrez des vignes. Nous avons rendez-vous avec la famille Guigal et c'est Philippe qui nous reçoit aujourd'hui dans le caveau. Allez, on y va, on y va. Bonjour, Bonjour, merci bienvenue. de nous recevoir dans ce lieu exceptionnel. C'est un grand Je plaisir. n'étais jamais venue ici. Alors, racontez-nous un petit peu ce nouvel endroit. Nous sommes au caveau du château, qui est un lieu destiné à accueillir nos visiteurs au sens large du terme, c'est-à-dire les publics français, étrangers et bien sûr la clientèle locale. Donc nous sommes ouverts 7 jours sur 7 ici et nous attendons C'est la nos boutique. voisins lyonnais, c'est la boutique. C'est la boutique. Donc, on est à une demi-heure de la gare Perrache, en On est à gros. 25 minutes pour être précis. 25 minutes. Je retrouve le rosé qui est très bon, que j'ai testé tout récemment, le Qui est Côte-du-Rhône excellent, rosé. parfait. Donc les gens viennent à la boutique ici. Il y a aussi des œuvres d'art. Oui, Que j'ai- il y a des œuvres d'art, on a des expositions temporaires. Là, on a un artiste photographe qui nous fait profiter de son beau travail sur les textures et les couleurs au sein du vignoble de Côte-Rôtie. Et puis, il y a aussi un musée. Il y a un musée qu'on va aller voir. Et puis il y a ce très beau jardin. Il y a un magnifique jardin. Et tout à fait. ce lieu, comment vous l'utilisez? C'est pour qui? C'est pour les gens quand ils viennent déguster du vin Absolument. Ils peuvent, Là, on peut le voir, il y a des gens qui sont à l'extérieur en train de déguster, mais c'est un endroit, je dirais, qui est excessivement flexible. Certaines personnes prennent rendez-vous, d'autres vont venir spontanément. Voilà, il y a beaucoup de liberté, beaucoup de spontanéité autour de cet endroit. Donc les voisins savent et les habitants du secteur savent que c'est un lieu agréable, un peu comme c'est une boutique aussi où on peut déguster du vin, on peut Parfaitement. passer un bon moment, Parfaitement. on peut déambuler, on retrouve aussi quelques belles pièces anciennes, Exactement. un pressoir écureuil. Oui, alors ça, c'est un pressoir perroquet. C'est presque la même Perroquet chose. ou L'écureuil écureuil. rentre dedans, le perroquet, on le Oui, tourne à la main. voilà. Celui-ci est 17e, et puis là, vous en avez un 19e juste à côté. Ce sont de belles pièces. absolument. D'accord. Et là, tous les vignobles et les coteaux, c'est chez vous ou pas? Alors Là. ici, c'est l'appellation Côte-Rôtie, bien sûr, et puis le hasard veut qu'on ait des vignes ici sur un lieu-dit qui s'appelle les Moutonnes, voilà, qui est juste D'accord. ici en face de nous. L'intérêt est bien sûr de pouvoir faire profiter à nos visiteurs de cette magnifique vue. C'est la partie musée. Je vous emmène découvrir ce musée qui est un musée en cave. Donc à l'emplacement du vin, vous nous faites découvrir des outils de la vigne. Voilà, pour cette première salle, c'est une salle qui traite de viticulture et on retrouve tous les outils qui permettent Voilà. et qui permettaient de travailler les sols. Traiter la vigne, traitement de la l'oïdium, vigne, mildiou. exactement. On va retrouver les serpettes qui permettent de récolter le raisin mais aussi de tailler. Voilà, les plantoirs, les greffoirs qui sont importants, les hottes également et puis Donc tout là, ce qui sert. vous greffez, bien sûr, pour éviter le phylloxéra. Vous Oui. greffez toujours un plan qui arrive des États-Unis, c'est ça? Alors le porte-greffe est américain, hein, on le dit américain parce qu'on va chercher une variété de vignes sauvages aux États-Unis, ça se fait il y a longtemps, ça se fait déjà à la fin du 19e siècle et on réalise qu'on peut greffer nos cépages français locaux sur ces porte-greffes américains et que c'est la meilleure façon de lutter contre Le phylloxéra. Oui, oui, tout à fait. Il y a des outils qui sont d'époque bien sûr et qui permettaient le greffage. Donc tout ça, vous les avez achetés, vous avez les trouvés, vous avez chiné. Tout à fait, on les a chinés, absolument. Et ça, c'est des modèles plutôt qui datent quoi, du début du siècle Alors, ou... il y en a du début du siècle, l'essentiel est 19e et en termes de géographie, on va du sud de la vallée du Rhône, on voit des formes un petit peu différentes là-bas, jusqu'on va dire aux portes du Beaujolais. Hein. Donc on couvre la vallée du Rhône dans son entièreté avec des outils qui, pour certains, sont remarquables. Alors là, c'est un mini tonneau très Ça, travaillé. C'est un petit foudre de maîtrise. Hein. Le tonnelier a certainement travaillé dans ses débuts à la réalisation de ce foudre qui nous parle en fait, ce sont les attributs de la Passion du Christ. Nous sommes à l'époque des croix des mariniers, à l'époque des bateliers et on aime bien représenter, on va dire, ces objets religieux et en même temps profanes sur du bois. Quel est votre objet préféré? Alors mon objet Dans fétiche ce ici, c'est musée. une fontaine qui est ici et qui est un peu particulière parce que si vous regardez, il y a deux sorties. Voilà. Et ça, c'est ce que l'on appelle la chèvre à deux becs.
Alors la chèvre à deux becs, elle sert à quoi? Eh bien c'est assez intelligent. Autrefois on faisait les mises en bouteille directement à partir du fût, hein, et on comprend bien que quand il n'y a qu'une seule sortie, eh bien on est obligé d'arrêter et de changer de bouteille. Or là on va basculer d'une bouteille à l'autre et il n'y a pas d'arrêt. Donc s'il n'y a pas d'arrêt, le flot du vin est continu, on ne mélange pas les lits à l'intérieur du fût. Donc finalement c'est un objet qui est assez malin. Et donc là évidemment c'est tout le processus de fabrication des tonneaux. Une petite vidéo qui montre précisément comment est-ce que l'on fabrique un fût aujourd'hui. Hein. C'est une vidéo contemporaine bien sûr. Et on peut voir que le travail reste un travail assez artisanal. Absolument, absolument. Très bel endroit, on a envie d'y passer du temps. Les gens savent qu'il y a un musée ici? Pas encore, pas encore. Et bien justement, venez visiter le musée. Il y a le savoir-faire, mais il y a aussi le faire savoir. Et le faire savoir est en cours de réalisation, puisque c'est vrai que nous avons ouvert cette structure au moment du confinement, ce qui était un petit peu compliqué. Et maintenant, évidemment, de plus en plus de gens découvrent ce bel endroit. Là, on a une partie exceptionnelle. Une collection exceptionnelle. Destinée à parler du vin dans l'Antiquité, des amphores. Gréco-romain du terme, donc voilà, des poteries grecques, de la vaisselle romaine, des amphores, voilà, beaucoup de pièces. Donc ça c'est des pièces uniques, des pièces réelles, ce ne sont pas des copies. Non, ce ne sont pas des donc par exemple ça ce sont des amphores que vous avez éventuellement trouvées dans le Rhône tout près d'ici. Alors il y en a certaines qui ont été dans l'eau, hein, on voit des compressions, on voit des huîtres ici, on en voit d'autres au contraire qui étaient dans la terre. Là elles sont plutôt italiques, là vous avez des formes. Donc c'était plutôt du vin ou aussi bien du garum ou des céréales, des amphores à vin? Ce sont que des amphores à vin. On n'a pas mis les amphores à huile parce que c'est un autre sujet. Mais là, par exemple, avec ces formes un peu plus effilées, ce sont des amphores africaines du IVe siècle parce que les amphores voyageaient beaucoup. Bien sûr. Il y a des récipients binaires qui voyageaient dans toute l'Europe et dans toute la Méditerranée. On était sur la route de transport de tout le bassin méditerranéen jusqu'ici et encore plus au nord de l'Europe. Une charpente exceptionnelle, mais là, qu'est-ce qu'on aime le bois, hein? On aime le bois, mais le bois fait partie de notre vie. Oui, hein, exactement. En particulier. Alors, racontez-moi cette pièce-là, avec une superbe cuisine. Cette pièce-là, elle est destinée à accueillir des personnes et de faire un clin d'œil avec nos partenaires qui sont les grands chefs. Donc on a la possibilité ici de recevoir des chefs. Donc qui viennent cuisiner. Derrière les fourneaux, tout à fait, qui viennent cuisiner et sur lesquels on peut faire une animation autour des accords mets vins, une présentation de la gastronomie lyonnaise avec des vins spécifiques. Je pense notamment au cochonaille lyonnaise avec le Saint-Joseph, ce qui est une merveille, à la quenelle de Brochet avec le Pondrieux. Voilà, on peut faire. Ça veut dire que est-ce que c'est vous qui allez chercher les chefs en leur disant bon allez, viens, on organise quelque chose, ou c'est plutôt des clients qui peuvent vous dire nous aimerions que vous nous organisiez ça? Comment ça se passe, les deux? Les deux, bien sûr. Philippe, vous allez m'emmener dans les coulisses des lieux, là, on va descendre dans les caves, c'est ça? On y va tout de suite, exactement. Allez, donc une série d'escaliers, et là, ici, vous êtes en train de préparer des commandes, pas vous, mais toutes vos équipes, et je vois des grandes cuves. Oui, alors les grandes cuves, c'est du stockage tout simplement, l'habillage, la préparation des commandes pour les clients qui commandent les vins toute l'année. Donc là, les gens viennent ici, ou les camions viennent ici. Alors on descend dans les caves. Allez, on y va. Donc voilà. Allez, hop. Et là déjà, ça sent bon. Niveau d'hygrométrie, combien? 87%, ouais. 12 degrés toute l'année. Les conditions parfaites pour l'élevage des grands vins. Ouais. Et donc là, des foudres en chêne. Tout à fait. Plutôt pour les vins issus de la partie méridionale. Donc dans ces foudres, on va trouver des grands Châteauneuf, des Gigondas, et puis une partie de notre Côte-du-Rhône, ce Côte-du-Rhône qui est populaire au sens noble du terme. Voilà, dont je suis consommatrice. Bon rapport qualité-prix, voilà. Donc les foudres plutôt pour les vins issus de la partie méridionale. Et sur le nord de la vallée du Rhône, on va lui préférer la pièce. Donc ça, c'est la pièce bourguignonne. La pièce bourguignonne qui fait 228 litres, voilà, ça, ouais. Et qu'on a la particularité de produire nous-mêmes. Nous sommes également tonneliers. J'ai appris que vous étiez tonnelier récemment, donc ça veut dire que vous les fabriquez où, ces tonneaux? Alors nous les fabriquons dans un atelier qui est au château d'Ampuis, donc dans le cadre du monument historique, voilà, avec une tonnellerie artisanale, ça veut dire un tonnelier qui est tout seul. Voilà, mais qui a un bon rythme, hein. C'est le rythme un peu gigal. Là. Il a 5 fûts par jour, ça fait entre 850 et 900 fûts neufs par an et ça va couvrir nos besoins annuels.
Donc chêne et châtaignier. Chêne et châtaignier, exactement. C'est ça. À l'ancienne, tout ce qui est plus traditionnel. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le tunnel, et ce sont des caves qui en effet passent sous la route nationale. Alors ça, c'est un truc qui m'a toujours surpris, qu'on puisse passer sous la route. Alors c'est compliqué, il faut beaucoup d'autorisation, il faut beaucoup de négociations pour y arriver au départ. Et puis il faut peut-être souligner le fait aussi que ça a été réalisé en 1988, à une époque où au niveau administratif, les choses étaient peut-être un petit peu plus simples qu'aujourd'hui. Ah oui, la bureaucratie, le millefeuille administratif, ça ne change pas. Non, le millefeuille s'est épaissi. Et donc combien de personnes travaillent ici pour surveiller que tout va bien, qu'il n'y ait pas de... Écoutez, sur le site des bureaux et caves, donc ça comprend aussi bien les personnes qui sont dans les bureaux, sur le travail administratif, France Export, la comptabilité bien sûr, ainsi que nos cavistes, nos préparateurs de commandes, etc. Sur ce site, nous sommes environ 45 personnes. 45 personnes. Voilà, donc ça reste à taille humaine. Hein. Oui, et la maison date de milieu 20e siècle, 1947, quelque chose comme ça. 1er janvier 1946, Étienne, mon grand-père. Voilà. Ensuite, ça a été Marcel. Ensuite, ça a été Marcel qui est toujours là. Marcel qui est toujours là. Et vous maintenant, qui menez d'une main de velours. De velours. Et un peu de fer aussi. Mais il faut en fait une main de fer dans un gant de velours, c'est l'idéal. Alors, donc là, on continue, mais c'est des kilomètres qu'on va faire dans ce... Oui, il y a 3 hectares de cave ici sur le site. Donc on peut se promener un petit moment et on peut faire un peu de sport là. Ouais. Hein. Et donc vous recevez des sommeliers qui viennent ici déguster vos vins. Absolument, on reçoit beaucoup de professionnels ici. Donc là, toutes ces dédales de tonneaux, donc tout fabriqué ici. Oui, tout à fait. Alors c'est de l'autosuffisance, hein, presque. Disons que c'est du circuit court là. C'est du circuit court, mais c'est surtout la volonté de maîtriser quelque chose de très important dans la vie du vin, puisqu'il faut imaginer que le vin va passer entre 3 et 4 ans dans les fûts, et si les fûts n'ont pas une qualité excellente et si on ne maîtrise pas parfaitement le paramètre fût-taille, eh bien on perd certainement quelque chose dans la vie du vin. Question. Les vins rouges, vous les laissez environ 3 ans dans les tonneaux pour vieillir et s'améliorer. Les vins blancs, qu'est-ce que vous en faites? Ils sont aussi dans des tonneaux? Alors, ils sont dans des tonneaux pour partie ou en totalité. Ça va vraiment dépendre du blanc, de l'expression qu'on veut lui donner. Ce qui est certain, c'est que les temps d'élevage seront beaucoup plus courts. Voilà, les vins blancs sortent plus vite sur le marché. Sauf exception, je pense à Hermitage Blanc, qui est un vin de grande garde. Nos spécialités, les Condrieux, sont des vins à boire plutôt sur la fraîcheur, sur la jeunesse, donc plus rapidement. Quand vous dites vin de grande garde, ça veut dire qu'on les garde quoi, 10 ans, 12 ans facilement? Un grand Hermitage Blanc, 10, 15, 20 ans sans souci. D'accord. Comme certains Bourgognes, c'est des vins qu'on peut garder très longtemps. Toujours à température idéale. Idéalement, il faudrait que chez soi, on ait une cave à 12 degrés. Voilà. Et là, il fait 12 degrés. On est drôlement bien. On est bien. Alors là, qui est-ce qui vous a sculpté tous ces foudres comme ça? C'est très joli. Ce sont des foudres qui sont sculptées à l'effigie de nos plus grands vins produits à la maison. Donc il y a ici nos 3 crus mythiques de Côte-Rôtie qui sont la Mouline, la Turque et la Landonne. On retrouve le Condrieux, la Doriane, qui est notre fleuron sur l'appellation Condrieux. Le Château d'Ampuis, qui est la grande bouteille maison, bien sûr, toujours à Côte-Rôtie. Et puis les Hermitages ex voto, à ne pas oublier, en blanc et en rouge. Et enfin le Saint-Joseph, vigne de l'Hospice, qui est un petit bijou de l'appellation Saint-Joseph. C'est votre château. C'est le château d'Ampuis. Ah, le château d'Ampuis qui est votre château. Alors, donc on est reçu au château. Racontez-moi un petit peu, ce château, il date de quand? Il est récent? Oui, presque. La tour la plus ancienne date du XIe siècle. Ah, quand même! Oui! Mais il est drôlement bien conservé, ou entretenu, ou aménagé, ou restauré? Il a été bien restauré et il est bien entretenu. Donc la tour la plus ancienne est du XIe siècle. Il y en a une seconde qui est du XIIe. Le corps de bâtiment tel qu'on le voit aujourd'hui date du XVIe siècle. Donc on retient la période la plus récente, c'est-à-dire le XVIe siècle. D'accord, donc Renaissance. Eh oui, un beau château. Oui, j'avais vu les fenêtres à meneaux, mais il est tellement beau, je me suis dit, c'est peut-être un néo-Renaissance. C'est un vrai Renaissance. Alors, on s'approche ici de l'entrée principale historique du château d'Ampuis, qui est ce magnifique portique. Donc, il est début Renaissance. Voilà. Ah oui, on voit les chapiteaux. Et là, on voit des choses intéressantes. On voit un réemploi de colonnes romaines. Eh oui. Donc, il y avait des colonnes romaines dans le parc jusqu'au VIe siècle après Jésus-Christ, qui ont été clairement décrites. Et à l'époque Renaissance, ils ont réutilisé ces 2 colonnes pour créer ce portique. Donc là, on voit un beau jardin donc, dessiné par le nôtre. Et c'est une terrasse qui a été construite sur le Rhône.
Donc l'intérêt particulier de ce château, c'est qu'il vient en avancée sur le Rhône. C'est quelque chose de très classique dans la Loire, parce que beaucoup de châteaux sont sur la Loire. Oui. Sur le Rhône, il n'y en a pas beaucoup comme ceux-ci qui ont un accès direct au fleuve. Est-ce que ça vous arrive, vous par exemple, de vous installer au bord du Rhône pour voir un petit peu le passage? Est-ce que le Rhône est en crue de temps en temps? Est-ce qu'il y a justement des bateaux qui passent, des bateaux particuliers? Est-ce que vous vivez un peu avec cette promiscuité avec le Rhône? Alors on vit avec le Rhône, hein. C'est la vallée du Rhône. Ouais, c'est ça. On est dans notre, je dirais, dans notre cœur de métier. Et puis surtout, c'est vrai que le fleuve rythme un petit peu la vie des riverains du Rhône, hein, que ce soit le château d'Ampuis ou les gens qui ont la chance d'être sur le Rhône. Et c'est vrai qu'on a ces bateaux qui passent, hein, on voit des touristes, on voit des bateaux de transport, on voit du gaz, on voit de la marchandise, on voit plein de choses comme ceci qui est transporté sur le Rhône. À mon sens, pas assez. Hein. C'est un fleuve qui pourrait être beaucoup plus exploité qu'il ne l'est. Et donc vous avez le barrage ici. Donc le barrage de Reventin-Vaugry qui est juste à côté, tout à fait. Et puis le magnifique fleuve Rhône qui est juste à nos pieds. Et donc est-ce que vous êtes visible? Oui, en bateau, les gens voient le château. Visible, oui, tout à fait. Ils voient le château. Et alors un château comme ça, là, combien de pièces? Je ne sais pas exactement, je crois 45 ou 48 pièces. D'accord, donc vous ne vivez pas dans les 48 pièces? Bien sûr que non, nous vivons dans une petite partie du château. Il y a des pièces qui sont classées monuments historiques et qui ne sont pas vraiment vivables. Superbe, c'est très calme. Hein. Voilà, quand on regarde cette façade, on a une façade typiquement Renaissance. Et la dernière famille noble qui a habité ce château nous a laissé en héritage un cadran solaire. Et sur ce cadran solaire, elle a souhaité mettre sa devise. On dit aujourd'hui que c'est la devise du château d'Ampuis, qui est « Nul bien sans peine ». Ce sont des mots qui résonnent particulièrement pour les vignerons, puisqu'on fait un métier magnifique, mais c'est un métier difficile. Ouais. En tout cas, il y a beaucoup de travail toute l'année pour que la vigne porte ses fruits. Super, écoutez, un endroit où on a envie de se reposer, de prendre l'air et puis d'admirer, alors d'un côté les vignes et de l'autre côté ce Rhône et ses coteaux, c'est très agréable. Il y a un côté aussi, donc la Renaissance, on est bien d'accord, il y a un côté un peu méditerranéen hein, avec ces tuiles romaines. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, et puis on voit des éléments architecturaux qui font un petit peu penser au sud à la Provence. Absolument. À la Provence. Eh bien, merci pour cette découverte. Merci beaucoup de votre visite. Eh bien, je suis ravie. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On conseille aux Lyonnais de venir dans la région, dans le coin, d'aller visiter le caveau. Exactement. On conseille aux Lyonnais de découvrir les Côtes du Rhône septentrionales parce que finalement, c'est un des vignobles les plus proches qu'ils aient, tout près de Lyon. Hein, voilà. Et puis surtout, c'est une terre qui est riche d'histoire et de culture, donc on sera très heureux de partager cette culture et cette histoire avec les Lyonnais. Eh bien, merci pour cette parenthèse enchantée. Je vous rappelle qu'il faut absolument liker, commenter. J'essaye de trouver pour vous des lieux incroyables, des gens passionnants qui nous racontent avec émotion leur histoire familiale. Donc à très bientôt pour une future vidéo.